Le mariage, on pense tout de suite à la romance, à l'engagement. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça implique, légalement parlant? En France, c'est avant tout un contrat. Et un contrat avec plein de petites lignes que la plupart des gens n'ont jamais lues. On va décortiquer ensemble ce qui se cache vraiment derrière le fameux « oui ». Allez, on attaque tout de suite avec un chiffre, et pas n'importe lequel, un chiffre qui risque d'en surprendre plus d'un. 80%, c'est énorme, non? Eh bien, c'est la proportion de couples mariés en France qui fonctionnent sous un régime légal par défaut. Autrement dit, 4 couples sur 5 sont gouvernés par des règles financières qu'ils n'ont pas activement choisies. C'est fou quand on y pense. Ça veut dire que seuls 20% prennent vraiment les devants et signent un contrat de mariage sur mesure. Alors comment on va faire pour y voir plus clair dans ce fameux contrat caché? C'est simple, on va suivre un plan en 4 points. D'abord, on va définir ce qu'est le contrat de mariage. Ensuite, on verra les devoirs personnels, puis la direction de la famille, et on terminera par le nerf de la guerre, les effets sur le patrimoine, sur l'argent. Première étape donc, le contrat de mariage. Parce que oui, avant d'être une cérémonie, le mariage en France, c'est un vrai statut juridique. Et ce statut, il a une particularité, il est impératif. C'est un mot un peu juridique, mais ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas y échapper. Une fois marié, un ensemble de droits et d'obligations s'applique. Point. Et ça se divise en 2 gros blocs. D'un côté, tout ce qui est personnel, la vie à deux, les relations, et de l'autre, ce qu'on appelle les effets patrimoniaux. Là, on parle d'argent, de biens, de dettes. Justement, penchons-nous sur ce premier bloc, les devoirs personnels. Quelles sont les règles du jeu de la vie à deux selon la loi? Alors là, le Code civil est très clair. Il pose 4 piliers. 4 devoirs mutuels: respect, fidélité, assistance et communauté de vie. Et d'ailleurs, si on tend bien l'oreille pendant une cérémonie de mariage, ce sont précisément ces devoirs que l'officier d'état civil énumère. Ce n'est donc pas juste de la paperasse, c'est le cœur du contrat. Prenons la fidélité, par exemple. On pense tout de suite à l'aspect physique, à l'adultère. Mais ce qui est fascinant, c'est que la justice française va plus loin. Elle parle aussi de fidélité morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'une complicité affective ou intellectuelle très forte avec quelqu'un d'autre peut, dans certains cas, être vue comme une entorse au contrat de mariage. Il y a cette vieille phrase d'un juriste, Antoine Loisel, qui résume ça à la perfection. Boire, manger, dormir ensemble, c'est mariage, ce me semble. C'est une image, bien sûr, mais ça illustre un devoir très concret, la communauté de vie. En clair, la loi dit que les époux doivent vivre sous le même toit. Bon, évidemment, la loi n'est pas complètement déconnectée de la réalité d'aujourd'hui. Le principe, c'est une résidence commune, oui. Mais il y a des tempéraments. Par exemple, si l'un des deux a un travail qui l'oblige à vivre ailleurs, c'est accepté. La condition, c'est qu'il faut maintenir une vraie vie de couple, une intention de vivre ensemble, en se voyant les week-ends, pendant les vacances. Bref, il faut que ça reste un projet commun. Quitter le domicile sans raison valable, par contre, ça c'est considéré comme une faute. Et on ajoute à ça un devoir hyper important qu'on confond souvent avec l'assistance, qui est plus morale, c'est le devoir de secours. Là, on est dans le concret, le matériel. C'est une obligation financière. Si l'un des époux est dans une situation difficile, qu'il est dans le besoin, l'autre a une obligation légale de l'aider. C'est vraiment la solidarité financière du couple inscrite noir sur blanc. Ok, on a vu les devoirs, mais une autre question se pose. Qui prend les décisions? Qui est le chef dans la famille? La réponse elle a énormément évolué au fil du temps. Et quand on regarde l'histoire, c'est assez frappant. Imaginez, en 1804, à l'époque du Code Napoléon, c'était simple. Le mari était le seul chef. Point. Il a fallu attendre 1938 pour que l'épouse soit reconnue comme ayant une pleine capacité juridique. Et ce n'est qu'en 1985, c'est pas si vieux, que la loi a enfin acté le principe d'une co-direction, l'égalité à la tête de la famille. Aujourd'hui, on est donc sur un modèle de 2 capitaines à bord. L'idée, c'est que tout repose sur une présomption d'accord. Pour les décisions de tous les jours, les courses, inscrire un enfant à une activité, un seul des deux peut agir, parce que la loi suppose que l'autre est d'accord. C'est une question de bon sens pour que la vie de famille puisse fonctionner sans devoir tout signer à 2 à chaque fois. Et on en arrive au 4e et dernier point, celui qui, soyons honnêtes, soulève le plus de questions, les effets patrimoniaux. Autrement dit, on parle d'argent, de biens, de dettes. Comment ça se gère tout ça? Alors, pour les fameux 80% de couples qui n'ont pas de contrat de mariage, la loi prévoit un système par défaut. Imaginez 3 pots financiers. Il y a le pot propre de l'un, le pot propre de l'autre et un grand pot commun au milieu. Dans les pots propres, on met ce que chacun avait avant de se marier et aussi ce qu'on reçoit par héritage ou donation pendant le mariage. Et dans le pot commun, on met les salaires, les revenus et tout ce qu'on achète ensemble pendant le mariage. C'est le principe de la communauté. Et c'est très important. Au-delà de ce régime par défaut, il y a 2 règles d'or financières qui s'appliquent à tous les couples mariés. Vraiment tous, avec ou sans contrat. C'est la base.
Ces deux règles, quelles sont-elles? La première, c'est ce qu'on appelle la contribution aux charges du mariage. Ça paraît compliqué, mais c'est juste le fait de participer aux dépenses de la vie courante. Le loyer, la nourriture, les factures, l'école des enfants. Chacun contribue en fonction de ses moyens. La deuxième règle, c'est la solidarité des dettes ménagères. Là, ça veut dire que si l'un des deux fait un crédit pour acheter une nouvelle machine à laver, par exemple, l'autre est aussi responsable de cette dette. On est solidaire. Heureusement, cette solidarité n'est pas un chèque en blanc. Il y a une limite, une protection. La loi dit que ça ne s'applique pas pour les dépenses manifestement excessives, c'est-à-dire une dépense qui n'a rien à voir avec les besoins de la famille et qui est complètement délirante par rapport au budget du couple. L'exemple typique, c'est l'un des conjoints qui décide, sur un coup de tête, d'acheter une voiture de course hors de prix. Là, la solidarité ne joue pas. Au fond, tout ce qu'on vient de voir, tout ce cadre légal du mariage, ça nous ramène à une question fondamentale. Où est-ce qu'on place le curseur ? Où s'arrête la liberté de chacun et où commence l'intérêt commun de la famille? C'est une recherche d'équilibre constante. Et cette question, elle dépasse largement le droit, c'est finalement le défi de toute vie à deux.